Bonjour tout le monde. Je pense qu'on va commencer. Donc, je me présente. Je m'appelle Rita Harim. Je suis coordonnatrice à la clinique juridique de Saint-Michel. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir en live sur Facebook pour cette première édition, le profilage racial d'hier à aujourd'hui. Donc, je vais commencer par remercier toute l'équipe d'étudiants, d'employés qui ont aidé à l'organisation de ce panel. Donc, je voulais commencer par remercier Laetitia, Noémie, Mélodie, Théodora et Woodland qui sont présentement en train d'écouter le live, j'en suis sûre. J'aimerais aussi remercier l'équipe de Neolabs, donc Zenga qui s'occupe de la technique et qui nous permet aujourd'hui de nous réunir. Donc, finalement, j'aimerais aussi remercier évidemment tous les participants qui nous écoutent. Je sais qu'il va y avoir beaucoup d'étudiants de la clinique, mais j'aimerais aussi introduire tout autre étudiant ou toute autre personne qui est intéressée par le sujet. Donc, bienvenue à tous. Puis finalement, j'aimerais vous remercier, donc à vous, nos invités, d'être parmi nous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui, je sais, peut drainer beaucoup d'énergie chez certains, mais qui est tout aussi important en ce mois de l'Histoire des Noirs. Donc, je vais commencer par vous introduire nos invités. Donc, aujourd'hui, on a avec nous M. Thierry Lindor, donc jeune entrepreneur délégué canadien aux Nations Unies et au G20 et fondateur de la plateforme Colors of COVID. On a également avec nous Maître Marie-Livia Beaugé, donc avocate criminaliste, fondatrice de la clinique juridique de Montréal-Nord. Merci. Nous avons également notre troisième panéliste, donc M. Fo Niemi, cofondateur et directeur du Centre de recherche Action sur les relations raciales, plus communément appelé le CRAR, donc merci beaucoup. Puis finalement, notre magnifique Stéphanie Germain, animatrice et médiatrice culturelle, intervenante jeunesse et membre du collectif Woodstock. Donc merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour la belle présentation, Rita. C'est plaisir. Donc, le projet aujourd'hui, il s'inscrit dans quoi? Donc, il s'inscrit dans une série d'activités qui est organisée par la clinique juridique de Saint-Michel, qui est un organisme à but non lucratif dans le quartier. On a principalement comme mission donc l'accès à la justice, mais également la lutte contre le profilage racial, comme beaucoup d'organismes, dont la clinique juridique de Montréal-Nord, qu'on est très content d'avoir parmi nous. Euh, on a une panoplie d'activités en matière de profilage racial. On a un comité qui s'occupe de l'accompagnement des victimes de profilage racial, notamment dans les instances de la Commission des droits de la personne ou en déontologie policière. On a également des podcasts, des formations. Tout se trouve sur un site Internet, donc si jamais vous êtes intéressé. Mais on a aussi cette activité, donc un panel, qui s'inscrit également dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. Donc, avant de vous laisser avec Stéphanie, j'aimerais juste vous expliquer le mode de fonctionnement. Donc, on est présentement en live et chacun des panélistes va pouvoir vous présenter un aspect de l'enjeu qui est le profilage racial d'hier à aujourd'hui. Puis, à la fin, on va avoir une série de questions. Donc, je vous invite à poser vos questions en live dans les commentaires. Donc, sur ce, bon panel. Merci beaucoup d'être parmi nous. Puis, on se revoit à la fin. Je te passe le flambeau, Stéphanie. Merci Rita et merci beaucoup à nos trois panélistes d'être présents ce soir. On est quoi aujourd'hui? On est mercredi, on ce mercredi soir. Merci énormément. Donc, c'est ça, comme Rita le disait aujourd'hui, on va parler de profilage racial, mais on va essayer aussi d'aller de manière plus profonde pour connaître le profilage racial. Qu'est-ce que c'est? Donc, si on veut savoir ce que c'est aujourd'hui, il faut remonter en arrière. Donc, on va parler de l'historique, donc le profilage racial d'hier à aujourd'hui. Et on est en plein dans l'actualité, on en parle depuis quelques temps, le profilage racial, malheureusement, parce que c'est sûr que c'est un enjeu que je pense qu'on aimerait tous enrayer dans notre société. Lorsqu'on sait que une récente recherche nous a montré que les personnes noires sont 4,5 fois plus interpellées que les personnes blanches, par exemple les personnes arabes aussi. Et lorsqu'on regarde pour les femmes autochtones, c'est 11 fois. Donc, c'est 11 fois plus qu'une personne blanche. Donc, c'est énorme. Et pour une société aussi avancée que la nôtre, je peux dire que c'est pas acceptable, en fait. Et plus récemment, on a vu dans l'actualité l'émission Enquête dans laquelle j'ai participé qui parlait de profilage racial, qui parlait des corps policiers, qui disait profilage racial, 40 ans d'échec. Donc, on va essayer de voir aussi de quelle façon qu'on a essayé d'aborder le profilage racial, qu'on a essayé de parler des violences et de racisme dans les corps policiers plus largement et à quel point à chaque fois on a l'impression qu'on échoue. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi, on va essayer de mettre des mots, puis voir en fait le profilage racial est où aujourd'hui. Comment ça se présente à travers les tribunaux, dans nos lois, dans notre histoire, en termes sociologiques.
Donc, avec nos 3 panélistes, on va pouvoir poser un regard croisé sur le profilage racial et on espère pouvoir, justement, en posant ces regards croisés, peut-être qu'on pourra finir, je l'espère, la fin de ce panel avec des solutions qu'on va lancer à nos élus, à notre gouvernement pour que finalement on puisse en finir avec le phénomène du profilage racial. Et en faisant ma recherche que j'ai trouvée, en fait, je voulais partir d'une définition du profilage racial selon la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Donc, on parle du profilage racial comme une action prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public par une ou des personnes en situation d'autorité. On dit que cette action vise une personne ou un groupe de personnes selon des facteurs d'appartenance réelle ou présumée, tels la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale et encore même la religion. Donc, l'action posée sans motif réel ou soupçon raisonnable expose la personne visée à un examen ou à un traitement différentiel. Donc voilà, c'est la définition que nous présente la Commission des droits de la personne. Je trouve qu'il y a beaucoup de mots, beaucoup d'explications. Je pense que le profilage racial pourrait être présenté peut-être plus simplement et j'aimerais, à partir de cette définition, écouter nos panélistes. Puis la première personne qui va prendre la parole, c'est Fonimi, qui est directeur général et cofondateur du Centre de recherche Action sur les relations raciales. Donc, Fo, c'est à vous la parole et merci d'être présent ce soir. Le micro est fermé. Merci beaucoup de m'avoir invité à partager avec vous un peu l'historique. Je crois qu'il faut remonter un peu dans l'histoire vers les années 70 et 80 pour comprendre mieux que les problèmes entre autres, entre les services de police et les communautés noires. Je parle surtout des communautés noires parce qu'il y a des communautés anglophones et francophones, donc datent depuis longtemps. Ce qui est vraiment ressorti de l'une des premières, disons, enquêtes publiques sur le problème de racisme à Montréal, c'était l'enquête sur les allégations de racisme dans l'industrie de taxi en 1981 et puis jusqu'en 82. La Commission des droits de la personne à l'époque a tenu des audiences publiques d'enquête sur les phénomènes disons, de racisme contre les chauffeurs noirs de taxi dans la région métropolitaine de Montréal. Et la commission, le comité d'enquête a produit un rapport dans lequel tous les problèmes de harcèlement, de discrimination de la part du service de police de Montréal à l'époque ont été bien documentés. Et je crois que ça a vraiment jeté la base d'une reconnaissance officielle et institutionnelle de et d'injustice de la part des services de police à l'endroit des personnes noires. Et c'est après l'affaire Griffin, quand la mort d'Anthony Griffin a eu lieu, la Commission des droits de la personne et le gouvernement a mis sur pied aussi le comité d'enquête qui est connu comme le comité d'enquête Bellemare pour regarder encore les relations entre les minorités visibles et les corps policiers. Donc, enquête après enquête, il y a plusieurs enquêtes de coroner, enquêtes de comité d'enquête, toutes sortes d'enquêtes, toutes sortes de sondages qui démontrent clairement qu'il y a vraiment un problème de discrimination raciale dans les services de sécurité publique à l'endroit des personnes noires et des personnes de couleur. Et ça a pris un peu de temps pour que le phénomène soit reconnu. Nous, au CRAR, nous avons été créés en 1983 parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui constataient que quand on parlait de racisme, surtout la discrimination raciale dans les corps de police ou dans les services publics, il manquait beaucoup de données, de statistiques et aussi d'éléments pour prouver, entre autres, que la discrimination raciale raciste. Il y avait toujours, à l'époque et jusqu'à maintenant, une tendance à minimiser ou à banaliser ou à refuser reconnaître l'existence du racisme, surtout le racisme qu'on appelle à l'époque le racisme institutionnel. Dans les années 80, la Cour suprême a reconnu la discrimination systémique à l'endroit des femmes dans l'affaire d'Action au travail des femmes contre Canadien National. Et cette décision-là a permis de donner à la notion de discrimination systémique une reconnaissance juridique, une valeur non seulement légale, mais aussi constitutionnelle, parce que c'était la Cour suprême. Donc, avec l'évolution du temps, on a vu que la discrimination systémique et le racisme systémique ont commencé à prendre vraiment de l'ampleur.
L'une des premières, disons, démarches officielles au Canada qui a eu lieu, c'était en 1980, dans les années 80 avec 90, avec l'élection du gouvernement NPD en Ontario. Le gouvernement de Bob Rae à l'époque a créé la commission d'enquête sur le racisme systémique dans le système de justice criminelle et pénale de l'Ontario. Et cette commission d'enquête-là a produit en 1995, disons, une brique, un volume massif sur le phénomène du racisme systémique dans le système de justice pénale et criminelle, qui commence avec, entre autres, la police, mais qui va jusqu'à la magistrature pour démontrer comment le système de justice criminelle et pénale perpétue la discrimination raciale de manière institutionnalisée, systémique, silencieuse et, disons, pernicieuse en l'endroit des personnes racisées, notamment les personnes noires. Et j'en passe parce qu'il y a tellement de comités d'enquête dans les années 80-90. Pourquoi il y avait tellement de, disons, d'actions gouvernementales et publiques et officielles en matière de lutte contre la discrimination raciale? Parce que c'était l'entrée en vigueur en 1985 de la clause d'égalité de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne qui reconnaît la protection égale de la loi et le même bénéfice de la loi pour toutes les personnes sans discrimination basée sur la race. Donc, avec l'entrée en vigueur de cette clause constitutionnelle, il y avait une sorte d'explosion de contestation judiciaire sur tout ce qui constitue la discrimination sur plusieurs motifs, dont le motif race et l'origine ethnique et genre. Et c'est pour ça que nous avons vu dans les années 90 vraiment une explosion de cas et aussi de décisions judiciaires importantes reconnaissant entre autres la discrimination systémique et éventuellement le racisme systémique dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l'emploi. Nous, au CRAR, après le 11 septembre, on a reconnu tout de suite à l'endroit des musulmans, trait d'union arabe serait devenu monnaie courante. Donc, nous avons mis sur pied tout de suite plusieurs démarches avec la sénatrice Mobina Jaffer et le sénateur Donald Oliver, deux sénateurs de couleur à l'époque au Sénat canadien. On a fait beaucoup de démarches au niveau fédéral pour faire reconnaître la nécessité d'agir contre le profilage racial au niveau fédéral, notamment au niveau des services de sécurité publique et des services de contrôle frontaliers. En 2002, on a commencé à aborder le problème de discrimination raciale dans le service de police de manière plus structurée. Nous avons entamé une série de plaintes concernant la discrimination raciale de la part du service de police de la ville de Montréal à l'endroit des résidents de Saint-Michel, dans plusieurs complexes de logements publics où c'était clair que c'était du harcèlement systématique à l'endroit des personnes noires d'origine latino-américaine et arabes, surtout les résidents de ces complexes de logements publics. Et c'est ça qui a poussé le gouvernement libéral lors des élections de 2003 à s'engager, s'il formerait le gouvernement du Québec, à légiférer et agir contre le profilage racial. Et c'est ça, quand Jean Charest est élu Premier ministre, il a mis sur pied un groupe de travail gouvernemental, interministériel, avec la Commission des droits de la personne, pour élaborer ce que vous avez lu tantôt, une définition officielle, et après ça d'autres démarches pour documenter et puis comment prouver la discrimination et le profilage racial en 2006. L'une des premières décisions de la Commission des droits de la personne qui a été rendue en matière de profilage racial, c'est l'un de nos dossiers dans le cadre contre la STM d'un jeune noir d'origine haïtienne qui a été arrêté de manière assez brutale dans la station de métro Laurier. Et ce fut la première décision qui concerne le profilage racial dans un service de sécurité publique. Ce n'était pas la police, mais c'était des fonctionnaires, des inspecteurs de la STM, mais quand même c'est la sécurité publique. La deuxième décision que nous avons eue sur le sujet du profilage racial, c'est contre un centre d'achat concernant les agents de la sécurité privée qui ont maltraité, expulsé une femme noire du centre d'achat. Et là aussi, ça a été reconnu comme... Mais dans les services de sécurité privée. Je dois souligner l'importance de cette décision parce qu'on parle trop souvent du profilage racial comme étant un domaine exclusif de la police. Or, dans le secteur de la sécurité privée, dans le milieu scolaire, dans le milieu aussi des services de la santé, nous avons eu des cas aussi de profilage racial. Il faut reconnaître dans tous les services publics et même dans l'emploi,
Nous avons eu des cas de profilage racial et comme vous l'avez défini, lorsqu'il y a un élément de sécurité ou de contrôle pour les questions de sécurité publique, et on pratique des traitements, on impose des traitements différenciés à l'endroit des personnes, ça constitue une forme de profilage ou profilage racial, notamment dans l'emploi. Nous avons des cas où des personnes qui posent candidature et qui font l'objet de vérification de leurs antécédents, que ce soit pour des dossiers criminels ou pour le motif de bonne conduite, refusés même parce qu'ils ont des accusations pénales et criminelles en cours. Donc c'est une forme pour nous, c'est une forme de discrimination de race subtile, très indirecte, très difficile à prouver contre des personnes, notamment des personnes noires. Et pour l'une des raisons pour lesquelles on dit que c'est une forme de discrimination systémique très difficile à prouver, parce que souvent on utilise des critères objectifs qui se disent neutres, qui se disent applicables à tout le monde. Donc les institutions disent, mais ça s'applique à tout le monde, donc on ne vise personne, on n'a aucunement l'intention de discriminer contre qui que ce soit. Donc nous devons prouver selon les faits, selon des statistiques, même lorsque les critères ou les politiques sont neutres, mais qu'ils produisent des effets disproportionnellement négatifs ou discriminatoires à l'endroit d'un certain groupe minoritaire, donc c'est la discrimination. Et c'est ça le défi toujours, de prouver le profilage racial ou la discrimination raciale, notamment de la discrimination systémique. Je voudrais peut-être juste terminer pour dire que nous avons déjà vu au Canada beaucoup de progrès au niveau des décisions judiciaires, parce que c'est surtout les tribunaux qui ont reconnu le concept de profilage racial, notamment en Nouvelle-Écosse en 2003, lorsque un dossier de M. Kurt Johnson qui a fait la manchette nationale, qui a été interpellé souvent par les policiers à Halifax, et c'était la première personne en matière de profilage racial, c'était en 2003. En 2005, je crois que Maître Bourget va parler de ça, c'était une première décision en matière de droit criminel ici à Montréal, dans l'affaire de la reine contre Campbell, rendue par nul autre que la première juge noire du Québec, la juge Juanita Westmoreland Traoré, et ainsi que d'autres décisions judiciaires. Ceci démontre l'importance pour que les gens contestent devant les instances judiciaires et administratives le profilage racial. Et il faut que ça continue, que qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit des hommes ou des femmes, que quelle que soit sa couleur de peau, dès le pouvoir, ou pour des motifs souvent obliques pour justifier des sanctions disciplinaires comme un milieu scolaire, il faut contester. Parce que sans contestation, de manière intelligente, de manière stratégique, ça va continuer disons, à exclure des gens, à stigmatiser les gens et à marginaliser les gens dans tous les secteurs. J'aimerais juste terminer pour dire que le profilage racial, ce n'est pas juste dans les services de police. Les services de sécurité privés, dans les milieux scolaires, les services sociaux, la santé, même dans le secteur de l'emploi, il y en a partout. Donc, il faut être très vigilant et il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Bien sûr, il faut bien planifier, calculer, s'informer, mais il ne faut pas se décourager aussi. Si nous avons le temps, je pourrais peut-être parler et partager avec vous les embûches du système, parce que, juste pour votre information, et là-dessus je vais terminer, au cours de 12 derniers mois, le Tribunal des droits de la personne du Québec a rejeté plusieurs dossiers de profilage ou pratiquement a fait des mises en garde contre la Commission des droits de la personne dans beaucoup de dossiers de profilage parce que la Commission a encouru des délais excessifs dans le traitement des plaintes de profilage racial. Je dois souligner que nous avons perdu un dossier dans lequel la Commission a pris 88 mois pour enquêter sur ça. Et finalement, le tribunal l'a rejeté parce que c'est un délai excessif et constitue une déconsidération de l'administration de la justice. Donc les défis sont grands, les défis sont énormes, mais il faut toujours avoir de la patience ou aussi la détermination pour vaincre ce fléau qui s'appelle le profilage racial. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Phonemi, d'avoir éclairé nos lanternes, en fait, sur le passé en termes de profilage racial. Puis, je me permets de vous poser une question directement qui vient des personnes qui nous suivent sur Facebook en ce moment. Donc, c'est Véronique Dion sur Facebook qui demande
s'il y a autant d'enquêtes gouvernementales, parce que vous avez dit le mot enquête au moins 5 fois, c'est Nimi, donc elle a dit s'il y a eu autant d'enquêtes, comment ça se fait qu'il n'y a pas encore de mesures concrètes pour cesser le profilage racial? Autrement dit, si ça a été prouvé 20 fois de manière réelle et concrète, là, comment ça se fait qu'on a encore ce problème aujourd'hui, si je peux résumer la question? Ben, pendant presque 30 ans, à partir de la commission, l'enquête sur les allégations du racisme dans l'industrie des taxis, qui a en fait amené une transformation de l'industrie montréalaise de taxis jusqu'à la conquête de coroner dans l'affaire de Villanueva, et il y a eu beaucoup de rapports, les changements se font rares, et l'une des raisons, c'est que souvent les enquêtes deviennent des instruments pour de thérapie collective, pour les gens viennent se vider le cœur ou pour de manière intellectuelle, académique, des situations d'injustice, mais il n'y a aucunement la volonté de continuer pour les mettre en œuvre. Il n'y a pas de mécanisme de surveillance, il n'y a pas de mécanisme de redevabilité ou d'imputabilité. Et c'est ce auquel fait face exactement les communautés autochtones avec le rapport de la commission Vient ou le rapport sur l'enquête nationale sur les femmes autochtones, disons, qui font l'objet de meurtres et de disparitions. Tant et si longtemps qu'il n'y a pas de volonté politique pour faire changer les choses, ça ne change pas. Mais de toute façon, vous savez que l'histoire des droits de la personne au pays, au Canada, c'est surtout c'est bâti et c'est créé par les tribunaux. Même durant les années, même à la fin du 19e siècle. Je voudrais peut-être ouvrir une parenthèse. Une première décision contre le racisme ici à Montréal, dans la ségrégation raciale dans les pièces, dans les places publiques comme un théâtre, ça datait, je crois, de 1899 dans une salle de théâtre dans ce qui est maintenant Westmount. C'est parce qu'il y a des personnes noires qui ont été refusées l'accès libre à des places dans un théâtre qui est contesté, et c'est ça qui est mené. Et ce sont les tribunaux qui vont, il faut pousser bien sûr, et ce sont les tribunaux qui vont faire changer les choses. Malheureusement, ça coûte cher, c'est long, parfois les changements viendront plus vite par la voie judiciaire que par la voie législative. Parfait, merci beaucoup. Donc, ce que je retiens, deux choses de votre intervention. Premièrement, il ne faut pas penser que c'est seulement les policiers qui ont le monopole du profilage. C'est ce que je retiens. Donc, le profilage racial est partout et présent, donc nous devons être prudents. Quand on parle de profilage racial, il y en a aussi dans d'autres sphères de nos sociétés, dans d'autres institutions. Donc, il faut lutter contre ça, pas seulement à travers les corps policiers, puis également que c'est au niveau des lois qu'on va pouvoir changer les choses. Donc, s'il n'y a pas d'action politique et s'il n'y a pas de réelle volonté, on va avancer à reculons, si je peux résumer vos propos. Merci beaucoup. Donc là, maintenant, je pense que je vais passer la parole à notre prochaine panéliste, Marie-Livia, Maître Marie-Livia Beaugé, qui est avocate criminaliste, comme Rita l'a dit au début. Elle est également fondatrice de la clinique juridique de Montréal-Nord. Marie-Livia, tu vas nous parler de la route vers la reconnaissance du profilage racial par nos tribunaux. Ça m'intrigue parce que c'est souvent dans l'actualité locale ou nationale. Quand on parle du profilage, on parle rarement du rôle des tribunaux. En fait, on parle toujours, quelqu'un s'est fait profiler, ben, va porter plainte, va-ci, va ça, ou on va en parler publiquement, on va faire des lives. On ne parle pas vraiment du rôle des tribunaux. Donc, j'ai très hâte de t'entendre. Là, je vois qu'il y a plusieurs exemples de décisions ayant fait mention du profilage racial. Par exemple, la reine Sekamba Alexander, il y a l'affaire Selwyn Peters, il y a plusieurs choses, donc j'ai vraiment hâte de t'entendre. Je te laisse commencer de ce pas. Oui, merci Stéphanie. La route vers la reconnaissance du profilage racial dans nos tribunaux, elle est très lente. Donc, c'est sûr que M. Fonemi a dit que ça peut aller plus vite par les tribunaux que par la législation. Comme s'il y avait la volonté politique, comme il le disait, ça serait vraiment plus rapide par le législatif. Car quand on regarde, en 98, il y a eu M. Brown qui s'est fait arrêter. Évidemment, il conduisait une auto trop belle pour sa couleur de peau. Il se fait arrêter. Il y a des preuves qui démontrent, en fait, circonstancielles, qui démontrent que le policier l'a arrêté à cause de sa couleur de peau. Et
dans cette décision-là, on ne va pas vraiment aller en profondeur sur le profilage racial, mais on va quand même en parler et ils vont dire qu'en fait, un juge ou la cour ne peuvent pas être fermés à l'idée que le profilage racial aurait pu être un des motifs des policiers. Donc, dans cette décision, le juge avait dit, ben non, ça ne peut pas être du profilage racial, c'est une insulte à l'administration de la justice, on ne peut pas faire ça et tout. Donc, dans cette décision-là, on voit vraiment que le juge était clairement vraiment très fermé à l'idée du profilage racial, mais ça a été à la cour, ça a été dans une cour plus élevée et ils ont dit, ben non, le juge a eu une mauvaise attitude quand il a su que le profilage racial était une des raisons pour laquelle l'accusé demandait à soit revisiter le procès, etc. Et ils ont dit, il faut considérer le profilage racial et il faut aussi prendre en considération toutes les circonstances entourant le profilage racial. Par contre, on n'était pas non plus allé vraiment en profondeur dans ce temps-là. C'est revenu en 99 dans R.C. Richards, où est-ce qu'un policier arrête quelqu'un en disant « freeze, N-word », sinon je te tire dans le cerveau, en anglais, là, avec un peu moins de politesse dans les termes. Et c'est ça, donc cette personne se fait arrêter parce que son nom ne fitait pas le nom qui était associé à la plaque d'immatriculation. Donc là, dans cette décision, encore une fois, ils vont parler du profilage racial, mais ils ne vont pas utiliser vraiment ce concept-là pour dire, OK, on fait un nouveau procès ou OK, ben, on acquitte la personne qui est accusée. Donc, pendant des années, c'est quand même un bon 23 ans. Si on passe de 98 jusqu'à 2019, on va en parler dans les décisions. On va dire, ben ça existe, faudrait le prendre en considération. Il faudrait que les juges, soient un peu plus attentifs à ça et tout. C'est pas parce que, on va dire, quelqu'un se fait arrêter dans un quartier qui n'est pas majoritairement noir que ça veut dire qu'il ne peut pas être victime de profilage racial. Donc, c'est beaucoup de décisions où est-ce qu'il y a des termes ici et là par rapport au profilage racial. Évidemment, comme Fonemi le disait, la juge Juanita Westmoreland Traoré a fait une décision superbe dans Campbell, où est-ce qu'elle va aller vraiment en détail, elle va revisiter toutes ces différentes décisions, R.C. Brown, puis elle va les mettre ensemble et va donner une décision qui parle vraiment du profilage racial et du fait que oui, le profilage racial existe, qu'il faut le prendre en considération, puis que c'est pas à la défense non plus de devoir venir et prouver que ben, le policier avait des motifs d'utiliser le profilage racial. C'est quelque chose qui est trop élevé. Quelqu'un ne peut pas juste venir et prouver le motif d'un policier d'utiliser le profilage racial. Donc, évidemment, ça, c'est très, très élevé. Puis là, on va arriver en fait en 2019, qui est seulement 2 ans, seulement 2 ans, où est-ce que la Cour suprême du Canada va enfin reconnaître l'existence d'un nombre disproportionné d'interventions policières auprès des collectivités racisées et à faible revenu. Donc là, on parle un peu aussi du profilage social, là, quand on parle de faible revenu, mais c'est là vraiment que la Cour suprême va dire, puis ça, qu'est-ce qui est triste aussi dans ces décisions, c'est qu'à la Cour suprême, il y a 5 juges. À 5 juges, ils prennent une décision ensemble. Donc, cette décision-là, où est-ce qu'ils ont reconnu le profilage racial et qu'ils ont dit, ben les juges doivent, ben ça, à 5 sur 5, tous les juges étaient d'accord que la Cour en soi, les tribunaux, doivent unanimement avoir une connaissance d'office de l'existence du profilage racial. Donc ça, au moins, les 5 juges étaient d'accord par rapport à ça, au fait que maintenant, tous les juges, on n'a plus besoin de prouver que le profilage racial existe parce que les juges doivent le savoir de par eux-mêmes. Donc ça, c'est depuis 2019, on n'a plus besoin de faire ça. Donc ça, c'est quand même un soulagement où est-ce qu'on n'a pas besoin de dire, écoutez, le profilage racial, comme Stéphanie disait plus tôt dans la conférence, les Noirs ont 4 à 5 fois plus de chances. Les avocats n'ont plus besoin de démontrer que le profilage racial existe, arriver devant la cour, mais quand même doivent démontrer les circonstances et doivent dire, OK,
clairement, comme avec les circonstances, il y a eu profilage racial. Mais c'est quand même une étape de plus, mais c'est en 2019. Là. Et puis, j'ai fait une parenthèse, mais c'est ça. Donc, on est arrivé là, où est-ce que la Cour suprême reconnaît l'existence, le profilage racial, et puis ils font une définition comme quoi le profilage racial, c'est vraiment quelque chose qui se base sur la race, sur les stéréotypes. Concernant la criminalité ou la dangerosité de quelqu'un, et puis que ça peut être utilisé de manière consciente ou inconsciente dans la sélection d'un suspect ou dans le traitement des individus. Puis ça, je pense que c'est super important parce que, en fait, cette définition est là quand même depuis très longtemps dans les tribunaux. Le fait que c'est soit inconscient ou subconscient, conscient ou inconscient, ça, c'est là depuis très longtemps et plusieurs juges ont beaucoup fait des erreurs, même si dans le passé, là, plusieurs juges ont dit « ouais, mais tu sais, il ne l'a pas fait exprès » ou des affaires comme ça qui étaient des motifs d'appel à des décisions. Donc, le profilage racial peut être, puis selon les tribunaux, peut être utilisé par quelqu'un qui le veut ou qui ne le veut pas. Mais si les circonstances démontrent que tu as arrêté une personne à cause de la couleur de sa peau, ben c'est ça qui est problématique. Et je trouve que cette décision de la Cour suprême a permis justement à notre collègue Carl-Henri Dominique de justement gagner un cas en 2020, l'année dernière, où un de nos concitoyens a été arrêté par la police et le policier a dit « Ah, c'est Tiger Woods ». On l'a amenant au poste de police. Puis après, il y a eu plusieurs autres circonstances qui ont fait que le juge de première instance, quand ils ont eu le premier procès, a dit, ben non, c'est pas du profilage racial, on va pas exclure la preuve, on va pas considérer ça. Comme il n'y a pas eu de... L'article 15 n'a pas été violé. Mais après, c'est allé à la cour d'appel et ils ont dit oui, dans cette circonstance-là. Et en plus, il y a l'arrêt Lee qui est sorti, qui démontre vraiment qu'on doit prendre en considération toutes les circonstances entourant le profilage racial, qu'on ne peut pas juste y aller de manière directe, comme le profilage racial est aussi très indirect. Donc, si tu ne peux pas prouver ça directement, il n'y a aucun policier qui va dire, ouais, j'ai utilisé du profilage racial parce que clairement, ils ne peuvent pas juste le dire, c'est comme dire, oui, je suis coupable. Donc, cette décision a pu permettre d'aiguiser, en fait, justement, l'utilisation du profilage racial comme motif de violation aux droits des personnes accusées à la Cour. Et voilà. Donc là, le procès a pu réavoir lieu grâce à ces nouvelles décisions. Donc, c'est quelque chose qui est bien. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à R contre Lee, c'est que cette décision est très utile pour nos communautés, mais elle a été prise par 3 juges contre 2. Donc, c'est une décision très, très serrée qui fait que ce n'est pas une décision qui est sécuritaire dans le sens qu'elle n'est pas là, puis c'est ça qui est ça. Elle peut être revisitée dans un futur proche et on ne sait pas qu'est-ce que la décision sera. Mais en tout cas, on espère qu'elle va suivre la société, parce que clairement, la société est encore plus consciente du profilage racial et de tout ce qui est ça. Mais le fait que c'est une décision 3 contre 2, ça indique que c'est vraiment susceptible d'être revisité dans le futur. Puis, il faudra évidemment, je pense, profiter le plus que possible de cette décision avant qu'elle change, en espérant qu'elle change dans le mieux puis qu'elle soit encore plus sévère envers les policiers dans le futur. Mais c'est ça. Le profilage racial, comme Noémie le disait, c'est pas seulement par rapport aux policiers, c'est pas seulement par rapport aux interventions policières. Il y a eu à Toronto, en Ontario, un avocat, et puis je vais passer à des cas ici aussi. Il y a un avocat, Selwyn Peters, qui va, je pense, dans les tribunaux en Ontario, et il rentre avec un autre étudiant noir. Il avait sa carte d'avocat, mais elle était expirée. Puis là, il rentre dans les tribunaux. Puis, le gardien de sécurité lui dit, ben, tu ne peux pas rentrer parce que tu n'as pas ta carte. Et puis, il montre la carte, mais la carte est expirée. Puis, au lieu d'aller vérifier dans leurs données, parce qu'ils pouvaient aller vérifier dans leurs données, ben, ils ont juste dit non, tu ne peux pas rentrer. Pourtant, il y avait d'autres avocats blancs qui sont allés avant et après lui, ils ne les ont même pas demandé de carte d'identité. Donc, lui, il n'a pas poursuivi parce qu'il y a eu un règlement avec le barreau
de Toronto ou avec le tribunal de là-bas, mais c'est des choses qui arrivent. Puis quand on pense à Kwadwo Yeboah, qui est un collègue avec qui j'ai étudié à l'UQAM, qui est maintenant avocat, qui s'est fait arrêter dans son auto accompagné de sa fille, c'est des choses qui arrivent et ça, c'est une intervention policière. Mais tu sais, quand aussi, moi, en tant qu'avocate ou des amis avocats, on rentre dans des palais ici, à Montréal, et puis qu'on nous demande notre carte pendant que d'autres, on ne leur demande pas leur carte. Bien, à Montréal, on demande la carte à tout le monde, mais dans d'autres régions, un peu aux alentours, on ne demande pas nécessairement les cartes, la sécurité est différente, mais on voit la différence de traitement. Puis c'est quelque chose qui est encore présent dans l'attitude des personnes dans l'administration de la justice. Donc, c'est sûr que là, présentement, on voit que les tribunaux, les juges ont reconnu le profilage racial. C'est sûr, majoritairement autour des interventions policières, mais c'est pas, je trouve que c'est aussi un travail qui doit être fait, pas seulement dans une décision, mais aussi dans tout ce qui est le fonctionnement jusqu'à le gardien de sécurité à l'entrée qui va laisser rentrer des gens ou pas laisser rentrer des gens. Donc, c'est une chose, faire une décision, puis c'est une chose aussi refléter cette décision à travers le comportement de tous les acteurs qui se retrouvent dans le système de justice présentement. Et on parle souvent de ça, mais je trouve que aussi, on a beaucoup d'avocats puis il faut le dire là, comme faire une requête charte où est-ce qu'on dit il y a une violation au droit, c'est pas quelque chose qui prend 2 secondes, ça prend du temps. Et il peut y avoir des personnes qui sont aussi sur l'aide juridique où est-ce qu'on sait très bien que les avocats sont très sous-payés par rapport à ça, mais on a besoin d'avocats qui vont faire cet effort, parce qu'il y a des avocats qui vont préférer régler, qui vont préférer utiliser d'autres solutions que de faire des requêtes chartes parce que ça prend beaucoup de temps. Je peux donner un exemple personnel. J'ai eu un dossier où est-ce que le client a changé pour moi et en révisant son dossier, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de requête charte parce qu'il y a clairement eu du profilage racial, en tout cas selon moi. Il y a clairement eu du profilage racial dans son dossier, mais pourtant, ça faisait presque 6 mois que son dossier avait passé devant la cour. Avait des dates devant la cour, puis cette solution n'avait jamais été abordée et il y avait même eu des démarches pour régler, pour que mon client aille en prison. Donc, c'est des choses qui sont dangereuses. Comme il y a un travail qu'il y a à faire pour chacun des acteurs. Évidemment, les juges, maintenant, c'est bien parce que d'office, ils doivent considérer, ils doivent être connaisseurs par rapport au profilage racial. Mais après, il y a nous, en tant qu'avocats, qui doivent aussi faire ce travail de vérification. Il y a aussi les procureurs de la poursuite que quand on utilise le terme profilage racial, ils ne veulent rien entendre. Ils disent, fais une requête charte si tu penses qu'il y a ça. Donc, c'est des choses comme ça que tous les acteurs doivent travailler à faire du changement et pas seulement, oui, les tribunaux doivent le faire, même si on voit qu'il y a comme une amélioration assez lente, mais je trouve que pour améliorer et aller plus vite dans l'amélioration des choses, il faut que justement un avocat de la défense qui voit qu'il y a profilage racial prenne malheureusement ce temps pour augmenter le nombre de requêtes, pour faire développer le droit plus rapidement. Voilà. Je ne sais pas si je devrais dire autre chose, là, mais... Non, merci. Merci Marie-Livia. Oui, en fait, en vous écoutant, toi et ainsi que Faux, moi, il y a des questions dans le chat pour vous, mais la première question que j'ai pour vous, moi, c'est, là, vous avez parlé beaucoup de la difficulté pour l'État ou au niveau législatif de prouver que c'est du profilage racial ou même pour les avocats qui défendent les personnes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme outil pour que arriver là devant le juge, c'est comme, tiens, ou même les policiers, par rapport au traitement qui réservent aux personnes noires, aux personnes racisées, aux personnes autochtones, c'est quoi qu'on pourrait mettre en sorte pour faire en sorte que on puisse mesurer ce profilage ou dire en fait là de manière ciblée pour que arriver devant un juge ou même devant n'importe quelle institution, qu'on n'ait pas de moyen de contester, parce que c'est tellement invisible en même temps le profilage racial, c'est une personne qui agit par rapport à des biais inconscients sur une autre personne et tout ça. Donc, c'est pas encadré, c'est invisible. Donc, de quelle façon qu'on peut venir
apporter un corps à ça ou lui donner une forme, tu sais, concrètement, là. Soit Marie-Livia ou Faux. Puis après ça, j'aurais une autre question pour Marie-Livia. Ben, dans R contre Lee, qui est sorti en 2019, il y a eu un encadrement par rapport au profilage racial. Donc, ils l'ont séparé en 2 volets. Soit le premier volet, l'attitude, genre, donc, on va dire l'acceptation par une personne en autorité que la race ou le stéréotype sont pertinents pour identifier la propension d'une personne à commettre un crime. Donc, on sait que les Noirs sont stéréotypés comme des dealers de drogue, ou whatever. Maintenant, on crée les squats quiétudes parce qu'on pense que les Noirs ont des armes. Donc, des choses comme ça. Donc, il y a un préjugé de propension dans certaines communautés. Donc, si on voit qu'il y a une attitude comme ça, déjà, ça, c'est le premier volet. Et après, le deuxième volet, c'est le lien de causalité. Donc, le lien de causalité, ça requiert que le raisonnement fondé sur la race motive ou influence consciemment ou inconsciemment, comme je disais tout à l'heure, à une quelconque mesure les décisions prises par les personnes en autorité dans le choix du suspect. Donc, encore une fois, ça a été encadré. Et puis cet encadrement fait que lorsque la race ou le stéréotype raciaux vont être utilisés dans quelconque mesure, dans n'importe quelle mesure, dans le choix du suspect ou le traitement des personnes, ben, il n'y aura aucun soupçon raisonnable ou motif raisonnable. Donc déjà, on dit catégoriquement que dès qu'on voit qu'il y a une subtilité de, si on voit qu'il y a eu profilage racial dans l'attitude ou le lien de causalité, ben, clairement, il n'y aura aucun motif ou soupçon raisonnable. Donc, ça enlève déjà cet aspect-là. C'est sûr qu'il faut quand même démontrer un peu l'attitude et le lien de causalité, mais tout ça peut se faire de manière circonstancielle. Comme on va voir dans l'affaire d'Orfeuille, ben, qu'est-ce qui a vraiment comme un peu qui a mis les points sur les i, c'est le commentaire du policier qui a dit « Ah, c'est Tiger Woods ». Tu vois, des choses comme ça. Ou dans un autre, c'est quoi dans un autre, ben justement, c'était un noir qui conduisait une auto qui semblait appartenir à quelqu'un arabe ou asiatique. Puis vu que le nom ne matchait pas, puis qu'il était noir, ben, il s'est fait arrêter. Donc, tu vois, il y a quand même des possibilités là, comme de pouvoir encadrer puis démontrer qu'il y a eu profilage racial. C'est moins difficile. Il ne faut pas prouver que le profilage racial existe maintenant. Il faut juste démontrer que... Il y a eu du profilage. Oui, c'est ça, exactement, mais de manière circonstancielle. Donc, pas besoin que ce soit genre direct. Ça peut être indirect. OK, très bien. Je ne sais pas s'il faut voulait rajouter quelque chose, sinon j'irai avec une question du public à Marie-Livia, à Maître Bourget. Votre micro est fermé, Faux. Ça, c'était l'erreur du débutant, début de la pandémie. Bienvenue à la technologie du 20e siècle. C'est correct, c'est correct. Je voudrais souligner que la lutte contre le profilage racial devant la justice peut avoir lieu devant plusieurs tribunaux. Et il y a la cour criminelle, et il y a la cour civile. Chez nous, on a intenté quelques poursuites civiles contre la police pour le profilage racial. Il y a aussi le tribunal des droits de la personne, sauf que pour accéder au tribunal des droits de la personne, il faut obligatoirement passer par la commission des droits de la personne. D'accord. Et ça, vous savez que, comme je l'ai dit tantôt, les délais excessifs commencent. Écoutez, dans 2 décisions récentes du tribunal des droits de la personne en matière de profilage racial, a tapé sur les doigts la commission à cause des délais excessifs et a même imposé des amendes pour les délais excessifs. Et il y a aussi le comité de déontologie policière qui est un tribunal spécialisé pour les sanctions contre les abus policiers. Sauf que je crois que l'un des défis principaux qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de la cour municipale, parce qu'il y a beaucoup de cas de profilage racial qui se présentent devant la cour municipale, soit pour des biais de contravention, ce qu'on appelle les accusations pénales, soit pour des accusations criminelles. Et vous savez que la cour municipale, je ne suis pas avocat, je peux dire des choses que mes collègues avocats ne peuvent pas dire. Vous savez que la qualité de la justice au niveau municipal parfois laisse un peu à désirer. On a vu des cas, on a bien de documentation là-dessus.
Donc, je crois que quand on parle d'une lutte contre le profilage racial, notamment dans le service de sécurité publique, il faut de plus en plus mettre les feux de la rampe sur le système de justice, surtout au niveau municipal, au niveau du procès initial. Parce que c'est là, surtout si vous sortez de la ville de Montréal, parce que nous Mhm, avons aussi des cas dans plusieurs petites municipalités où, quand vous parlez de la race ou profilage racial, les gens vous regardent comme si vous parlez de quoi? La race, ça n'existe pas, il y a seulement une race mhm, humaine, tout ça, et puis on ne veut pas aller mhm. là. Je crois OK, que c'est ça le défi et que ce qui nous manque ici au Québec, en même temps qu'on pousse contre le profilage racial, il faut qu'on pousse d'une part pour plus de diversité raciale dans la magistrature. Il faut qu'on d'accord. pousse pour une meilleure formation des juges par le Conseil Mhm, québécois, la magistrature et le Conseil canadien, la magistrature sur la question de racisme, et surtout une meilleure formation de procureurs de la poursuite, les procureurs de l'État qui doivent à certains moments savoir à quel moment il ne faut plus pousser pour des poursuites criminelles quand la preuve est assez percutante en termes de biais raciaux là-dedans. Parce que parfois, il y a des procureurs qui ne veulent pas lâcher. Et c'est ça qui amener des changements non seulement au système de la sécurité publique, mais aussi de l'ensemble des systèmes de la justice québécoise. très bien, merci, merci Faux. Maintenant, je vais poser une question à Maître Beaugé dans le public, puis je vais après ça laisser la parole à M. Cyril Lindor. Donc, deux questions pour Maître Beaugé, je vais en choisir une. Donc, si nous sommes témoins du profilage racial, quel est le meilleur moyen pour porter plainte et que la plainte a un suivi? Ou sinon, comment faire pour nous faire entendre et faire respecter nos ou protéger nos droits? Ben, si on est témoin, et puis il faut, tu peux répondre avec moi aussi, mais si on est témoin de profilage racial, il y a pour le moment encore la plainte en déontologie policière qu'un témoin peut venir et porter plainte pour quelque chose qu'il a été témoin. Euh, Par contre, si vous êtes témoin, ben, par rapport au civil, il faut être quelqu'un qui a un intérêt. Donc, normalement, ça ne passerait pas nécessairement pour un témoin. Si vous êtes témoin et que la personne qui l'a subi veut porter plainte, bien évidemment, vous pouvez leur porter, vous pouvez les aider en offrant votre témoignage si eux, ils veulent porter secours. Il y a évidemment la possibilité de filmer. Parce que oui, vous avez le droit de filmer, juste pas dans les corridors de l'intervention policière, mais vous avez le droit de filmer. Euh, Après, si vous-même vous êtes victime de profilage racial, ben, comme Noémie l'a dit, il y a plusieurs manières de porter plainte. Donc, si vous êtes victime de profilage racial et vous avez des accusations criminelles, ben, vous pouvez demander à votre avocat de faire une requête charte. Donc, de dire que vos droits ont été violés et puis ça pourrait mettre fin aux procédures judiciaires. Ensuite, vous pouvez poursuivre la ville, mais vous avez seulement 6 mois pour faire ça en droit civil. Donc, ça, c'est une poursuite en dommages et intérêts. Et vous pouvez aller devant la commission des droits de la personne ou à la commission, au commissaire de déontologie. Donc, ça, c'est les recours que vous pouvez faire. Si vous êtes vous-même victime et si vous avez été témoin, bien, vous pouvez soit aider la personne qui a été victime ou porter plainte à la commission, au commissaire de déontologie policière. Puis ça, c'est un formulaire qui se trouve en ligne sur Internet, qui est quand même pas trop compliqué à, à remplir. Et qu'est-ce qui est important, je pense, c'est aussi que vous soyez témoin ou que vous soyez victime de profilage racial, vous pouvez demander le numéro de matricule et le nom du policier. Ils sont dans l'obligation de vous donner ces informations-là. Donc, s'ils ne le font pas, ben, c'est une raison de plus de porter plainte parce qu'ils viennent de ne pas respecter une de leurs obligations. Donc, ça, c'est des affaires, des informations qui sont quand même importantes lorsqu'on veut porter plainte. C'est plus facile à porter plainte comme ça. Et voilà. Donc, j'espère que je réponds à la question. Oui, tu as bien répondu. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à notre troisième et dernier panéliste, Thierry Lindor, qui est un entrepreneur, un jeune. Il avait mis ça dans sa bio. Lui, jeune, alors je n'ai pas oublié ça, un jeune entrepreneur social, délégué canadien aux Nations Unies, mais également au G20.
il est aussi fondateur de la plateforme Colors of COVID qui, en fait, existe pour pouvoir démontrer à quel point, en fait, au gouvernement, à quel point que la pandémie a frappé les communautés que l'on racise et les communautés plus marginalisées. Donc, on peut parler de couleur, mais on parle aussi d'indices de pauvreté et tout ça. Donc, c'est une plateforme qui est vraiment nécessaire à l'heure où on se parle, parce que la pandémie, supposément qu'on arrive dans une troisième vague. Donc, voilà pour la présentation de Thierry. Thierry va aborder, en fait, plus les situations actuelles. On a dit avec Faux, on a eu un regard sur le passé, on a dit qu'est-ce qui s'est fait au niveau des tribunaux et tout ça. Avec Marie-Livia, on a eu des exemples de cas qui ont été prouvés devant les tribunaux que c'était effectivement du profilage racial et tout ça. Donc, avec Thierry, on va parler plus des dernières semaines, je pense, et des derniers mois en termes de situation, les défis que les minorités visibles peuvent rencontrer et surtout comment les surmonter. Donc, Thierry, le micro est à toi et merci. Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment honoré d'être ici. Je voudrais saluer la clinique pour les remercier pour l'invitation, saluer Faux qui fait un travail phénoménal évidemment au CRAR avec Marie-Livia et Stéphanie. Tu es vraiment une légende maintenant dans tout ce qui est modéré des panels d'impact mélanisés. Je pense que merci beaucoup pour les gens qui nous écoutent. Moi, j'aimerais ça commencer en parlant de peut-être pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens avec de la mélanine, les BIPOC, Black Indigenous People of Color, sont plus ou semblent être plus profilés racialement? Et Phonemi a parlé de quelque chose d'extrêmement important. C'est il faut arrêter d'équate profilage racial à intervention policière. Parce que c'est seulement une couche du profilage racial. Ça serait un peu comme dire que le racisme systémique, c'est que dans l'éducation, quand on sait que le racisme systémique est présent dans au moins 6 grands piliers de notre société. Et qui dit profilage racial dit une pensée intrinsèque, selon moi, ça c'est ma définition, une pensée intrinsèque puis une pensée foncière que les gens qui sont différents de nous, d'un point de vue ethnique, culturel et racial, sont inférieurs à nous. Donc moi, je pense pour moi, c'est que le profilage racial est vraiment ancré dans une idéologie d'infériorité. La personne qui profile racialement quelqu'un, à la base, a souvent une ignorance complète de la personne avec qui elle profile. Un exemple concret, les Noirs, ce sont que bons à sauter, courir et à chanter, danser. Les Asiatiques sont X. Les personnes qui viennent de Southeast Asia sont comme ci ou comme ça. Donc, je pense que c'est important de bien le comprendre. Et il y avait un philosophe musulman, Ibn Rushd, qui avait que les Romains et les Grecs appelaient Avéros. Hein, ils veulent tout gentrifier, au fait. Et Ibn Rushd disait, au fait, c'est que l'ignorance mène à la peur mène à la haine et la haine mène à la violence. Et moi, je pense que le profilage racial se positionne, si aujourd'hui Ibn Rushd était en vie, en tant que philosophe musulman, il serait capable, selon moi, de dire que le profilage racial se situe, on a 4 étapes, hein, ignorance, peur, éventuellement haine et la haine à violence. Je pense que le profilage racial se situerait entre la peur et la haine et peut dangereusement basculer vers quelque chose qui devient de la violence, pas heureusement, malheureusement. Donc, moi j'estime que pour avoir été profilé à maintes reprises, moi, je pourrais faire 2 heures de temps sur le nombre de fois que j'ai été profilé, surtout économiquement, surtout professionnellement. En tant qu'entrepreneur, ancien propriétaire de Remax Griffintown, je pourrais vous raconter encore une fois pendant des heures des exemples de profilage racial, des évaluations sur des maisons qui sont à vendre. Lorsque le couple est noir, je demandais, parce que je savais concrètement que les évaluateurs caucasiens allaient baisser la valeur économique d'une propriété, si mes clients étaient avec de la mélanine dans le corps, je m'assurais d'envoyer une adjointe blanche ou un courtier blanc et je demandais aux clients de quitter. Et on l'a fait à maintes reprises, l'expérience par rapport à des maisons. Maintenant, policier, moi, personnellement, j'ai été profilé racialement au moins une 30aine de fois dans ma vie, minimum. Notamment un cas à Montréal-Nord, pas à Montréal, à Saint-Léonard, pardon,
où je conduisais un camion, on venait de flipper un duplex, et je conduisais un camion qui appartenait à ma compagnie de construction. Je stationne mon camion, je m'en vais au McDonald's au coin de Viau et Jean Talon, et une voiture de patrouille s'arrête et se met près du camion. Le camion, c'était un Ford Explorer Harley Davidson Edition. Le mec s'arrête, commence à faire le tour du camion, m'avait vu sortir, je l'avais vu du coin de l'œil, attendait que je sorte du McDonald's, et là, tout d'un coup, me dit « Hey, c'est quoi ton nom? » Je lui dis « Pourquoi? » Et je continue à marcher, je continue ma route. Il dit « Ben, j'ai regardé la plaque, puis le camion, il n'est pas à toi. » Je dis « Qu'est-ce que vous voulez dire, il n'est pas à moi? Est-ce que vous avez reçu une notice comme quoi vous avez un camion noir de marque Ford Explorer 150, édition Harley Davidson, qui est quand même assez rare? Si vous me dites que vous avez une notice comme quoi ça a été volé, je suis peut-être prêt à discuter avec vous, mais sinon, moi, je suis occupé, puis je dois… » Il dit « Non, j'ai regardé la compagnie, puis je connais le propriétaire de la compagnie. » Et là, à ce moment-là, j'ai su automatiquement que le policier en question et son collègue étaient en train de me profiler. Et je lui dis « Écoutez, vous êtes en train de perdre mon temps et moi, je vais passer à autre chose parce que, de toute évidence, vous dites des conneries. » Et j'ai continué ma route, mais ils ont continué à me suivre. Ils ont essayé de me pull over, et éventuellement, comme de fait, ça a passé à autre chose. Mais le point que je veux faire, c'est cette idée, encore une fois, à cause d'ignorance et à cause de peur, à cause de croyances populaires, qui malheureusement est trop souvent véhiculée dans les médias. C'est ça qui est véhiculé dans les médias. C'est de là mon acharnement sur les médias. Parce que lorsqu'on dit que l'habit, on dit l'habit ne fait pas le moine ou l'habit fait le moine, la question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce qui a défini comment est-ce qu'un moine doit s'habiller. Et très souvent, Malcolm X l'a dit mieux que tout le monde, l'arme la plus forte de l'humanité, c'est les médias. Ils ont le pouvoir de tourner un innocent en coupable et un coupable en innocent. Et trop souvent, les Noirs, les Autochtones, les Asiatiques, les Bruns, les personnes de couleur sont vues comme par défaut comme étant coupables. Et ça, on le vit, on connaît des gens qui l'ont vécu. Et c'est pour ça que je crois que, selon moi, dans tous les piliers du racisme systémique, on doit le profilage racial au sens du terme comme on le connaît aujourd'hui, on le doit principalement aux médias. Donc oui, on peut faire de l'éducation, oui, on peut éduquer les policiers, on peut éduquer les juges, on peut éduquer les avocats, mais pour moi, c'est s'attaquer aux symptômes, c'est pas s'attaquer à la source du problème. Et la source du problème, encore une fois, c'est cette idée d'infériorité psychologique, physique, culturelle du corps noir, du corps mélanisé. Et ça, c'est ce qui est pernicieux, ce qui est insidieux dans le profilage racial, parce que on ne devrait pas être forcé de documenter nos micro-agressions. Je ne devrais pas, moi, Thierry, ou plus récemment, Mamadi Camara, ou on pense à Andy qui portait un manteau rouge North Face, je ne devrais pas avoir à documenter les micro ou macro-agressions que je subis aux mains de la police, aux mains de H&M si je vais dans un magasin, aux mains de RBC, Deloitte, Desjardins lorsque je vais à un guichet bancaire. Je ne devrais pas avoir à documenter ces agressions. La charge psychologique est énorme. Et on doit revisiter la question de dire où est-ce que cette conception d'infériorité provient. Et elle provient, malheureusement, qu'on l'admette ou non, elle provient des gens qui ont accès au quatrième pouvoir, des gens qui ont accès à des plateformes, qui vont véhiculer des messages dangereux et qui, très souvent, comme disait le philosophe Ibn Rushd, ne connaissent pas. Ils sont ignorants. La source, c'est de l'ignorance. Ils n'habitent pas près de personnes noires, ils ne connaissent pas de gens vietnamiens, ils ne connaissent pas de musulmans, mais ils ont une opinion du musulman, ils ont une opinion de la personne noire. Et ça dégringole du média à la société, à nos quartiers, à nos enseignants, à nos policiers, à nos politiciens et à nos juges. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça fait 400 ans que le noir est oppressé en Amérique du Nord. Et je dis toujours, quand je donne des conférences, il y a une raison pourquoi les membres du KKK portaient des hoodies, des hoods, des casques sur leur tête. C'est que ces gens-là, c'était nos banquiers, c'était nos voisins, c'était nos propriétaires d'immeubles, c'était nos juges et même nos politiciens. Et qu'est-ce qui nous fait croire aujourd'hui que ce genre de mentalité n'a pas été transcendé générationnellement pour se retrouver aujourd'hui ancré dans la société québécoise ou la société canadienne? Donc,
Oui, nous sommes libres techniquement, légalement. Oui, je peux appeler Marie-Liv Beaugé. Oui, je peux contacter CRAR et Phonémie et espérer pouvoir me battre et me défendre. Mais encore une fois, je crois que toutes ces mesures sont nécessaires et on doit se prévaloir de ces droits en tant que Canadien mélanisé, noir ou BIPOC. Mais s'attaquer au vrai problème, c'est de tacler la perception que les gens ont de nous, nonobstant que nous soyons avocats, comme Maître Yeboah qui l'a démontré, et qui, sa fille, va sûrement avoir des répercussions générationnelles sur ce qu'elle a vu. Nonobstant le jeune homme noir qui a vu qu'un étudiant au doctorat qui a 14 ans et qui vient de Laval ou Brossard se dit, mais si un prof à Polytechnique peut se faire traiter de la sorte, quelle chance est-ce que moi j'ai? Donc, c'est s'attaquer aux symptômes sans s'attaquer à la source du problème que de vraiment mettre le blâme sur les gens qui ont le pouvoir de peinturer une image, encore une fois, de ce que le philosophe Ibn Rushd disait, qui est de tacler l'ignorance et la peur. Et aujourd'hui, le profilage racial qui se transforme en haine et qui se transforme éventuellement en violence, comme on a pu voir au Capitole aux États-Unis, ou comme on a pu voir, en toute franchise, la haine véhiculée face à Mamadi Camara. On a appris, suite à Tout le monde en parle, que ce dernier, dans son auto, sans aucune preuve, mis à part avoir la culpabilité d'avoir la peau basanée, se fait sortir de son auto agressivement, son auto qui est une extension de sa propriété personnelle et légale, se fait sortir de son auto, se fait mettre une botte sur la tête. On est où? Dans quel monde est-ce qu'on vit? Donc, je crois qu'il y a vraiment une dissonance cognitive entre, encore une fois, ce qu'un Canadien présumé innocent est et ce qu'un Canadien coupable est. Et malheureusement, encore une fois, selon moi, on ne peut pas parler de profilage racial sans parler de qui peinture cette image de nous, malheureusement. Heureusement ou malheureusement, dépendamment de comment on voit ça. Merci Thierry. Il y a une question pour toi dans le public. Donc, question pour Thierry, c'est Yves-Marc Marchand demande, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre en place une instance qui servirait à faire de la pression au niveau politique ou juridique pour faire reconnaître officiellement la présence du profilage racial à tous les niveaux et même, dit-il, au sein des médias également. Donc, une institution ou un groupe une instance qui serait là constamment à temps plein pour mettre de la pression, là. Moi, j'ai eu une discussion récemment avec Sean King aux États-Unis qui me disait qu'ils font un travail. Moi, je crois que oui, mais déjà en partant, on parle de politique, mais ça commence avec un pouvoir économique, qu'on le veuille ou non. Moi, je pense que ce que Phonémie fait au CRAR, moi, je suis surpris quand les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il fait. Mais en défense de ces gens qui sont ignorants par rapport à son travail, moi, il y a 2 ans, j'avais aucune idée qui était Phonémie. Aucune. C'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Nous devrions avoir des entrepreneurs BIPOC qui puissent supporter et faire des donations agressives, comme on voit aux États-Unis avec des Tamika Mallory, Sean King, Angela Wright, qui, eux, sont en train d'utiliser le leverage des médias sociaux pour s'assurer d'attirer assez d'attention et d'attracter toutes ces opportunités économiques parce que on peut parler de politique comme on veut, les politiciens bougent, et je l'ai dit à l'événement de Marie-Livia, il y a 2 choses qui font bouger le système et les politiques, ce sont l'argent organisé et les gens organisés. Et les gens organisés en 2021, c'est des data organisés. Donc, je pense que la solution, elle n'est pas nécessairement politique, parce que les politiciens, ça bouge seulement, ça prend un genou au Parlement lorsque un homme noir aux États-Unis meurt, comme si on n'a pas nos Régis Paquet ici, on n'a pas des Marcellus François qui méritent un genou. Donc, moi, de m'attaquer à la politique, ça m'intéresse personnellement moins que de m'attaquer à l'économique et à dire que chaque entrepreneur noir, brun, autochtone qui se respecte devrait faire une contribution logique à des cliniques juridiques Saint-Michel, à des CRAR, Phonémie et nous, nos enfants ont tout à gagner à être beaucoup plus connus qu'ils ne l'est présentement. Même chose avec Marie-Livia Beaugé. Donc oui, une instance, mais je pense qu'il y a un peu comme ce qu'on a fait avec Colors of COVID.
Si on crée une instance, moi, je pense que ça passe par la technologie. La technologie et une redéfinition, une approche différente de comment on va marketer ou comment on va être troubadour de ce qu'on fait. Donc, je verrais plus une plateforme technologique qui rassemble tous les efforts et les compétences de tous et chacun et avec une distribution des donations pour supporter, parce que ça va prendre quelques poursuites. Si Mamadi Camara gagne, non, pardon, lorsque Mamadi Camara gagnera, nous allons voir des actions politiques qui vont suivre. C'est toujours les actions sociales et socio-économiques viennent d'abord et les politiques suivent par la suite. Moi, je n'ai jamais vu de politicien être novateur, malheureusement, pas de mon vécu, innovateur dans leurs approches. Donc, je pense que ça passe par nous et pas nécessairement par les politiques, par la technologie, le data, organiser notre argent, supporter et pousser de l'avant des gens comme Phonemi qui travaillent depuis très longtemps, des initiatives comme Balarama. On ne parle pas très souvent de ça, mais Émilie Nicolas essaie d'avoir le même processus que Balarama a fait à Montréal avec Montréal en Action. Elle se l'est fait refuser par les libéraux au niveau du provincial. Donc, on chiale sur Legault et la CAQ, mais il ne faut pas oublier que la Commission sur racisme systémique au Québec, les libéraux avaient le pouvoir de la faire passer. Donc, c'est pour ça que je ne m'attarderai pas trop aux politiques autant qu'aux socio-économiques et aux leaders de la communauté qui font le travail de fond. Merci Thierry. Puis je me permets de renchérir justement parce que à travers les dernières années, on a vu quand même, je dirais, à Montréal, plus précisément, une réponse quand même forte contre le profilage racial, quand on parle de la clinique juridique de Saint-Michel avec Maître Belton, quand on pense à la clinique juridique de Montréal-Nord avec Maître Bourget, quand on pense à la clinique juridique qu'il y a dans NDG. Donc, j'ai vu, moi, pousser des cliniques juridiques comme des petits pains chauds. Puis ça, pour moi, en soi, c'est une réponse concrète à ce profilage, parce que c'est des instances qui ne font pas partie des institutions qu'on connaît, qui ont décidé de dire, ben nous, on va apporter une force supplémentaire pour pallier à ce manque, parce que visiblement, le système actuel ne répond pas à cet enjeu qui est le profilage racial. Visiblement, il y a des gens qui vivent des discriminations et des injustices, ne se font pas aider. Donc, moi, de voir justement toutes ces initiatives de jeunes avocats et avocates et d'autres groupes, d'autres personnes qui, à chacun à leur manière, créent des initiatives et puis créent des choses qui fonctionnent. On ne peut pas tous faire, mais on peut tous faire quelque chose. Donc, pour moi, ça, c'est en soi, c'est un vent très, très fort qui dit « tassez-vous parce qu'on arrive ». Voilà. Les initiatives sont même pas terminées. Et si ce n'était pas de cette foutue pandémie, je pense que ça serait exponentiel, qu'il y aurait encore plus de choses qui se créeraient. Vas-y Thierry, puis après je vais aller à la question du public. Si je peux juste renchérir, la raison pourquoi on ne veut pas se concentrer sur les politiques, c'est clair comme de l'eau de roche et je vais vous dire selon moi pourquoi. Imaginez si Phonemi et l'initiative, le projet qu'il mène à la CRAR étaient dépendants de financement politique. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que FO puisse combattre contre potentiellement ces mêmes politiques s'ils dépendaient de eux? Même chose pour la clinique. Imaginez que la clinique dépende de l'administration Plante ou Coder ou l'administration de Balarama Holness. Quel genre de predicament est-ce qu'on se met? On serait on doit rester agnostique politiquement et voilà pourquoi nous devons être forts économiquement parce que la clinique juridique Saint-Michel, Montréal-Nord, Phonemi doit rester absolument agnostique politiquement pour assurer le combat, le combat qui ne serait pas dépendant de financement de Trudeau ou de qui que ce soit. Donc, voilà pourquoi aussi c'est très important de rester loin des politiques, selon moi, en ce qui a trait au combat, en ce qui a trait de la justice sociale. Pardon. On verra. Peut-être que ça peut changer. Il faut avoir quand même un brin de positivisme, là, quand même. Alors, on va trouver des exemples. J'ai essayé de te challenger là-dessus, Thierry. Là, je vais essayer d'aller trouver. Il y a quand même eu des politiciens, j'imagine, qui ont fait des choses qui nous ont aidés. On va chercher. Puis la deuxième question du public, c'est Véronique Veilleux qui dit « Je ne sais pas », ben c'est plus un commentaire, peut-être qu'éventuellement il va y avoir une question à travers ça parce que c'est assez long, donc pardonnez-moi pour ça. Elle dit « Je ne sais pas
si vous allez aborder cette question, mais est-ce qu'il y a des actions prévues pour sensibiliser les médias aux effets nocifs de la publication de noms complets avant la fin des mesures judiciaires, comme ça a été fait dans le cas de Camara, par exemple? Le cas de Camara en est un exemple éloquent. Je travaille avec des jeunes criminalisés et, dit-elle, je suis choquée de voir comment les médias déforment les faits et présentent les accusés comme des déchets humains, surtout quand ils ne sont pas blancs. Elle ajoute, j'étais troublée de voir la couverture médiatique de Walid Medan qui est décédé au métro Joliette. L'article de TVA Nouvelle était vraiment irrespectueux pour la famille endeuillée. Dès que le jeune n'est pas blanc, on fait des associations avec les gangs. À mon avis, les médias perpétuent ce racisme de fond présent dans toutes les institutions. Il faut faire quelque chose. Ah, qui veut répondre? C'est long, ça, parce que c'est vraiment vrai par rapport à la manière que les médias, puis Thierry l'a dit tout à l'heure, les médias portrayent les personnes racisées. Tu sais, quand il y a un article tout récemment où est-ce qu'après le couvre-feu, des personnes se sont fait arrêter, mais on ne connaît pas, dans les titres, on ne voit pas la race des personnes et on ne voit pas de quel quartier ils viennent. On sait juste leur âge. C'est juste ces informations qu'on a. Il y a un homme, une femme, puis ils sont plus de 50 ans. T'sais? Mais on sait très bien que si ça avait été quelqu'un de Montréal-Nord, gang de rue, dangereux, ça aurait été dans les titres. Puis après, comme on aurait vu en fait qu'il y avait 30 grammes de drogue sur lui, puis c'est tout, genre. Il y a ce travail qui est fait, puis pas seulement quand la personne commet un crime, mais quand la personne disparaît. Quand une fille noire disparaît, elle avait supposément des associations avec des gangs de rue, mais quand une jeune fille blanche disparaît, puis c'est la 30e fois qu'elle fugue son centre, il faut faire attention vite, il faut la retrouver. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez genre... Exactement. Puis, tu sais, ça, c'est une des raisons pour laquelle moi et les nouvelles, ça fait 1000 parce que j'en ai marre. Comme, à chaque fois, tu sais, à chaque fois, il y a des problèmes comme ça. C'est comme un homme noir d'origine haïtienne, tu sais, puis le seul moment qu'on est québécois, c'est si on s'appelle Jean-Pascal, tu sais, Souban, qu'on est maintenant dans les Raptors. C'est les seuls moments qu'on est vraiment québécois, tu sais, mais autrement, il faut absolument dissocier, tu sais, nos origines. Puis là, dans tout ça, j'ai oublié c'est quoi la question. Peut-être est-ce que vous voulez intervenir le micro? Allez-y. Je voudrais juste peut-être répondre à ça de manière, je voudrais juste offrir un conseil très pratique. Quand ce concerne la télévision, la radio, dès que vous entendez des choses qui sont discriminatoires ou qui sont préjudiciables à votre communauté à cause de la race ou des remarques, tout ça, il faut porter plainte tout de suite au CRTC. Nous, dans les années 80, 90, 2000, on était très connus pour des plaintes au CRTC. Malheureusement, pendant les années du gouvernement conservateur, le CRTC a perdu ou donné ce pouvoir de réglementation de la qualité sur les ondes à un organisme d'autoréglementation dominé par le secteur privé. Donc, il faut faire rapatrier ce pouvoir de réglementation au CRTC pour mieux assurer non seulement la qualité de l'information sur les ondes, mais aussi de respecter les règlements en matière de non-discrimination. Et c'est en déposant constante auprès du CRTC pour demander non seulement la rigueur, mais aussi de l'équité et le respect de la diversité sur les ondes, qu'on pourrait peut-être contribuer à changer, qu'on appelle ça la qualité, aussi les couleurs de nos ondes médiatiques. Voilà. Ça là, phonémie vient de breakdown. C'est ça. Quand je dis symptômes, tu sais, you want to fight the drug dealer, you want to fight the drug, go to the drug dealer. The gun dealer, go to the... So that's going to the root. Parce que je vous garantis, si ce que phonémie vient de décrire se passe et que on commence à bombarder le CRTC, à demander à ce que ces institutions reviennent à la base, la raison pour laquelle ils ont été créés, je vous promets que vous allez voir une baisse drastique du profilage racial. Parce que l'histoire et la peinture, l'image qui sera peinturée de nous, qui sera véhiculée, sera différente. Donc, encore une fois, on peut éduquer les policiers, on peut mettre des caméras sur les policiers, on peut faire plein de trucs. Hein? J'ai vu récemment une statistique qui disait il faut limiter les contacts entre la police et la population, certes. Donc, 25% des contacts policiers avec la population, c'est des traffic stops, des arrêts par rapport dans leur auto en train de conduire, du moins aux États-Unis. Donc, il faut limiter ces interactions-là. Quand c'est la santé mentale, il ne faudrait pas que les policiers... Mais encore une fois,
Ça n'enlève pas que le policier qui a peut-être un peu moins de contact, ben, la journée où il y aura un contact, he's going to be trigger finger happy because he still sees the black and brown body as a dangerous body. On voit toujours ce genre de truc comme étant banal, où on n'y pense pas trop, mais c'est des petites actions comme ce que Phonemi vient de décrire qui vont porter fruit à long terme. Si on ne fait que ce qu'il vient de dire là, pour moi, c'est n'importe qui écoute la conférence, si vous retenez ça, on vient de régler un bon pourcentage du profilage racial et on va le voir dans les données à long terme. On va le voir. Oui, Je suis convaincu. Je suis d'accord avec. C'est sûr, comme on disait, je pense que c'est pour tout. C'est la CRTC par rapport aux nouvelles, mais à l'hôpital aussi, là, si vous voyez que les docteurs, les infirmiers, ils ont des attitudes qui ne devraient pas, il y a l'ombudsman, hein, comme, même si il a le pouvoir de recommandation, ça fait une différence. T'sais, moi, personnellement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu une situation dans un hôpital quand même assez reconnu à Montréal. J'ai dû porter plainte à l'ombudsman. Depuis, ils font tellement plus attention autour de nous, qu'est-ce qu'il dit autour de nous, puis c'est une plainte. Donc, il ne faut pas laisser les choses, il ne faut pas se dire « Ah, mais c'est comme ça ». Il ne faut pas juste laisser tomber, il faut vraiment prendre cette énergie-là. Je pense que c'est essentiel, en tout cas, la santé mentale premièrement, mais si vous avez l'énergie, je trouve que c'est important d'aller la faire ou de demander à quelqu'un de le faire pour vous. Puis, voilà. Merci, Marie-Livia. Puis je vais intervenir. Il y a une question. En fait, je vais poser la question, puis je vais intervenir avant de vous laisser parler parce que, bon, c'est Véronique Dion qui demande, peut-on faire un recours collectif contre le SPVM pour profilage racial? Mais en fait, je pense que j'aimerais vous entendre aussi parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup nommé à travers mes interventions, que ce soit sur des panels ou notamment plus récemment à ma participation à l'émission Enquête. Moi, ce qui m'intéressait aussi, comme Faux a dit, c'est pas juste les corps policiers. Moi, je pense que la ville aussi, elle est imputable, elle est complice, parce que quand la ville met des règlements municipaux, met des incivilités qui font en sorte que les jeunes ne savent plus comment marcher, ne savent plus comment respirer dans l'espace public, pour moi, ça aussi, c'est être complice de cette forme de profilage racial, parce que si un jeune ne peut pas, par exemple, se mettre sur un mobilier urbain, puis que c'est la première interaction qu'il a avec la police, puis pourquoi aussi on donne ces responsabilités-là au corps policier? Parce que moi, ma première interaction avec la police, je suis née en Haïti, je ne l'ai jamais eu avec la police d'Haïti, je l'ai eu ici à l'âge de 11 ans, et c'est parce que je contrevenais à un règlement municipal. Donc, quand nos élus, les arrondissements mettent des règlements municipaux en place, ils sont aussi complices. Puis je dirais au-delà de ça, c'est que ce que je dis toujours, c'est les personnes qui cohabitent, qui coexistent avec les jeunes noirs, les jeunes afrodescendants, les jeunes de la diversité et les jeunes autochtones. De quelle façon regardez-vous les jeunes? Est-ce que vous les voyez comme des jeunes, comme des humains, ou vous les voyez comme des espèces de bêtes extraterrestres qui nuisent, comme on nous a déjà appelés comme des moustiques qui dérangent et que vous voulez les tasser pour que votre espace soit blanc, propre et qu'il n'y a pas de problème. Fait que oui, on parle du SPVM. La question était, est-ce qu'on peut tous faire un retour collectif contre le SPVM? Mais quand le SPVM applique des règlements, ce n'est pas eux qui les ont inventés. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, tous les trois qui voudraient répondre à ça en lien avec la poursuite ou un retour collectif contre le SPVM. Ben, si je ne me trompe pas, il y a... Ben, Némi, tu peux y aller, là? Ouais. Oui, non, après vous, Maître Boucher. Non, mais si je ne me trompe pas, il y a eu un essai de poursuite collectif, recours collectif pour un profilage racial fait par la Ligue des Noirs. Je pense que c'est encore en processus, là. C'est pas encore terminé, donc on verra qu'est-ce que ça aura lieu. C'est juste que quand on fait un recours collectif, il faut que tout le monde soit identifiable. C'est ça un peu. On ne peut pas faire un recours collectif pour juste tous les Noirs du Québec en même temps, là. Il doit y avoir des personnes identifiables, donc déjà, des fois, c'est ça. Et puis, ça peut-être aussi bloquer d'autres personnes de faire un recours par la suite. Les recours collectifs, c'est ça qui est un peu dangereux. Comme par exemple, là, il y a Maître Arsenault qui fait des recours collectifs contre des prêtres qui ont agressé sexuellement des enfants.
Et il en a fait plusieurs parce que les recours collectifs sont séparés d'année en année. Donc, on va dire, là, il y avait un oblat, une congrégation de frères qui avait été arrêtée, ben, pas arrêtée, mais poursuivie. Toutes les personnes qui s'étaient enregistrées pour ce recours collectif ont reçu réparation, mais toutes les personnes qui ont réalisé trop tard qu'il y a eu un recours collectif dans le moment que eux ils étaient ils ont été victimes, mais c'était trop tard pour eux, ils pouvaient pas aller devant la cour pour demander réparation. Puis c'est ça qui est un peu dangereux avec les recours collectifs. Il faut vraiment s'assurer que ça couvre pas un trop gros nombre de personnes pour pas en oublier, puis les enlever leur recours judiciaire. Oui, puis je voulais juste rajouter pour la Ligue des Noirs qui faisait le recours, on se rappellera que pendant le mouvement de Black Lives Matter cet été, ils avaient reculé sur leur décision parce qu'ils voulaient s'asseoir avec la police parce que la police voulait mettre un genou. Fait ils avaient dit qu'ils étaient prêts à s'asseoir puis à manger avec eux pour voir qu'est-ce qui allait être fait, là. Après, je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi, mais je sais qu'il y avait eu un recul. Peut-être que vous pouvez nous éclairer là-dessus, puis en lien avec la question qui a été posée. Je crois que le recours collectif est encore dans le système. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations et de communication de la part des responsables de ce recours collectif, notamment les avocats qui prennent en charge le dossier. Je voudrais revenir sur certains points. Je crois que c'est important pour les membres de notre auditoire concernant le profilage racial. Il y a aussi une autre forme de profilage racial qui est très important et ça touche beaucoup les jeunes noirs et les jeunes arabes aussi, c'est le profilage racial commercial, dans le commerce, dans les magasins. On a de plus en plus de ce genre de cas et c'est surtout causé par des agents de sécurité privés, hein, qui ont une forme de pouvoir, des statuts différents, qui ont une formation peut-être très différente au niveau des droits de la personne là-dessus parce que souvent les profilages raciaux en milieu commercial ouvrent la porte à l'intervention policière et la criminalisation de nos jeunes, que ce soit des mineurs ou de jeunes adultes. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Nous avons les cas, d'ailleurs, nous avons un cas actuellement, un profilage racial dans une succursale bancaire dans l'est de Montréal concernant une et je crois que ça, c'est ce qu'on appelle en anglais consumer racial profiling, et je crois que ça, c'est très important parce qu'au-delà de la question de la sécurité publique ou le fait que les Noirs sont perçus comme une menace pour la sécurité publique, il y a aussi ce stéréotype-là qui veut que les Noirs n'ont pas le pouvoir d'achat, n'ont pas le pouvoir objets de luxe, des objets assez chers. Et ça aussi, c'est une forme de stéréotype vraiment à démolir. Et je crois que j'invite surtout les parents des jeunes mineurs qui se font prendre dans les commerces pour vol à l'étalage ou soupçon de vol. Il ne faut pas que les parents aient peur d'appuyer leurs jeunes et d'avoir leur juste et de contacter tous les organismes qui peuvent donner un coup de main pour lutter contre cette forme d'exclusion économique. Parce que le profilage racial au milieu commercial, c'est une autre forme d'exclusion économique qui fait très mal, non seulement à l'avenir de jeunes, des familles, mais aussi leur pouvoir et leur bien-être économique aussi. Voilà. Et sur... désolé, vas-y. Ah non, 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 Maître Livia. Mais encore une fois, par rapport à ça, il y a le recours que Némi est en train de parler. Il y a aussi, vous pouvez appeler le gérant de la place du magasin, vous pouvez appeler l'entité en soi. Moi, ça m'arrive tellement tout le temps, plus maintenant parce que j'en ai marre, justement. J'achète en ligne. Mais c'est quelque chose que depuis que je suis petite, quand je m'en vais au Dollarama, quand je m'en vais au Plaza Côte-des-Neiges, on nous suit. Puis on surveille qu'on n'est pas en train de voler. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Puis, en plus de voir comment porter plainte ou de voir comment avoir de l'aide avec des organismes, vous pouvez directement faire des plaintes, soit au gérant du magasin, si c'est le gérant du magasin de problème, à l'entité en soi, si c'est le magasin Garage ou c'est le magasin Canadian Tire, etc. Il y a des choses qu'ils peuvent faire aussi directement. Puis, s'ils ne sont pas ouverts, il y a tous les autres recours, là, comme Némi disait, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Puis ça se développe dans la cour, à ce que je comprends. Faux, c'est bien ça. Puis si on doit le développer grâce à vous, vaut mieux le développer parce que plus on a des décisions comme ça, plus rapidement le droit va se développer et plus rapidement il sera en mesure de nous protéger. Et moi, si je peux rajouter sur ça,
sur Colors of COVID, la plateforme qu'on a créée, on a posé la question à savoir s'il y avait une surpolisation, overpolicing pendant la COVID-19, pendant la pandémie, puis les données sont cinglantes. Donc, je ne peux pas trop en parler parce qu'on a un événement demain sur le sujet et McGill est en train de préparer le rapport, mais c'est vraiment impressionnant. Et sur le point, parce que j'ai parlé de profilage racial, économique, entrepreneurial, toutes les sphères, au fait, commercial, extrêmement important. Parce que, posez-vous la question suivante. Notre premier ministre Trudeau parle de deuxième vague qui se termine, prochaine vague, Legault, la même chose. Et on n'arrête pas de parler de economic rebounding, the Canadian rebound economically. Quels sont les impacts sur l'économie canadienne du profilage racial commercial, du profilage racial économique? Qu'est-ce qui fait que si moi, je me sens profilé quand je rentre dans un magasin ou un restaurant, je dis basta, je rentre à la maison et je garde mon dollar pour moi. Je ne le dépense pas, je ne le fais pas rouler dans l'économie. Qui me ramène encore une fois à l'importance d'être économiquement conscious, économiquement conscient et vraiment intentionnel avec son dollar parce qu'il va très loin. Et si je peux rajouter par rapport à la question initiale de Véronique, si je ne m'abuse, Véronique Dion, c'est ça? C'était quelle est la possibilité de faire un recours collectif par rapport, entamer un recours collectif. On a dit il y en a déjà un. Moi, la chose que je dirais, c'est il ne faut jamais, jamais, jamais penser qu'au moins notre voix ne fait pas une différence. Et l'exemple que je prends tout le temps quand je parle aux jeunes ou maintenant dans des conférences virtuelles, c'est de dire, pour répondre à la question, on n'a pas réussi à l'avoir au provincial, mais on a réussi à l'avoir parce qu'il y a un homme qui politiquement a subi une injustice et qui a réussi à lui entourer et à un peu être, à évangéliser l'importance de faire ce processus-là. Par l'entremise d'une association de plusieurs personnes, si je ne m'abuse, je pense que Phonemi faisait partie au départ de cette mouvance. Ils ont réussi à trouver un article de loi, quelque chose qui était ancré dans la loi, et c'est ça qui a fait la différence. C'est pour ça que tantôt j'ai dit, les politiciens bougent quand la population s'active. Point à la ligne. Moi, j'ai rarement vu des politiciens parler d'idées novatrices, à moins que ça venait de consultations avec la population, de consultations avec des gens qui sont oppressés. Parce que quand tu es oppressé, ta créativité s'active. Ça, c'est prouvé, c'est humainement prouvé. Les meilleurs footballeurs viennent de pays oppressés, les meilleurs chanteurs, danseurs, peu importe. Les idées entrepreneuriales, les novatrices, ça ne vient pas de Silicon Valley. Ça vient de l'Inde, ça vient de la Chine, ça vient du Vietnam, ça vient de l'Afrique, ça vient du continent africain, ça vient des Caraïbes. Pourquoi? Parce que quand on est oppressé, on n'a pas le choix de trouver des idées pour faire avec ce qu'on a. Le problème, c'est que quand on arrive avec des idées, soit on se les fait voler, ou soit on se les fait tasser. Mais il y a des moyens légaux, il y a des entités comme CRA, il y a des avocates, il y a des voix actives dans notre communauté comme Stéphanie, Will Prosper et ainsi de suite. Moi, je crois qu'on est rendu à l'ère, grâce à la technologie, où on doit documenter, on doit arriver aussi, quand on fait du collectif, avec des données et être capable de dire maintenant, c'est irréfutable. Parce que les politiciens, encore une fois, ne bougent pas sans données scientifiques, à part la CAQ. Mais ça, c'est un autre débat. Merci Thierry pour cette portion enflammée. On va conclure. Je vais vous laisser. Allez-y, allez-y, et ensuite on va conclure. D'accord, juste une chose, je crois que l'une des choses importantes dans la lutte contre le profilage racial et la discrimination raciale en général, ou la discrimination, c'est de pouvoir créer des ponts et d'avoir des alliés. Nous avons un super allié au conseil municipal de Montréal, Marvin Rautran, qui nous a aidé à déposer une motion qui va être votée la semaine prochaine sur la nécessité de recueillir des données basées sur la race dans les cas de COVID-19. En même temps, nous avons une sénatrice d'origine indienne au Sénat qui a maintenant réussi à faire accepter un amendement dans un projet de loi pour reconnaître les données basées sur la race. Dans la santé publique. Donc, nous avons des alliés comme ça qui pourraient, je crois, contribuer énormément à la lutte contre la discrimination. Et en matière de profilage racial, je vous invite tous et toutes
à demander à votre député provincial, surtout de l'opposition, est-ce que le député serait prêt à proposer un projet de loi à l'Assemblée nationale ou même au Conseil municipal, surtout l'Assemblée nationale, pour définir et interdire le profilage racial. C'est très facile de déposer un projet de loi, que ce soit le Parti libéral, le Québec solidaire, mais il faut passer à l'action parce qu'il faut vraiment livrer la marchandise et vraiment défendre les vraies valeurs québécoises et les principes qui sont contenus dans la charte. Donc, pour lutter contre le profilage racial, déposer un projet de loi et voyons où est-ce qu'on peut aller ensemble. Voilà. Merci pour ces sages et importants mots, Monsieur Faux-Yemi. Et c'est le mot de la fin, donc je vais prendre vos dernières réactions. Moi, j'avais envie de terminer peut-être plus sur une note d'espoir, parce qu'on a parlé beaucoup des problématiques et tout ça. Puis si je regarde, ce que je réalise, c'est que le Québec est quand même une province en retard en ce qui a trait aux luttes antiracistes, en ce qui a trait aux luttes contre les différentes formes de discrimination. Puis si on regarde dans les autres provinces, je vois qu'il y a les pas se font beaucoup plus vite. On court, mais ici, on fait des promenades. On n'est pas trop pressé. Mais je pense que les personnes qui subissent ce profilage, nous sommes pressés, nous voulons des actions. Et je pense, par exemple, en Ontario, qui depuis 2017 ont interdit les interpellations basées sur la race. Donc le policier ne peut plus le faire donc, de manière arbitraire, par exemple, donc uniquement que vous vous trouvez dans un lieu à forte criminalité, que vous avez refusé de répondre à une question ou que vous avez tenté de mettre fin à l'interaction. Donc, il doit vous informer aussi du motif pour lequel il vous intercepte, qui vous interpelle. Il y a beaucoup de choses intéressantes que je trouve. Il doit vous informer que vous n'êtes pas tenu de lui fournir les renseignements d'identification et il doit vous remettre un document, même si vous refusez de lui fournir des renseignements, qui comprend son nom, le nom du policier, son numéro de matricule. Donc, il y a beaucoup de choses que je trouve intéressantes avec ce qui se passe en Ontario en termes de mettre fin à des interpellations, parce qu'on a parlé du profilage, mais on n'a pas vraiment abordé aujourd'hui le phénomène des interpellations qui amène au profilage. Donc, de la façon que les policiers rentrent en interaction avec notre jeunesse, comme j'ai dit tout à l'heure, par l'entremise des règlements, avec nous aussi, avec les hommes noirs, beaucoup avec les femmes noires. Donc, je pense qu'il faudrait innover, prendre l'exemple sur les autres provinces en termes d'interpellation qui pourraient déjà aider à réduire ce profilage racial que nos communautés vivent depuis beaucoup trop longtemps. Donc, je vous laisse un petit mot de la fin, peut-être un conseil, un espoir, parce qu'on veut que les gens se réveillent demain matin et qu'ils veulent continuer à dire justice pour Camara, ils veulent continuer à avoir de l'énergie. Donc, je vous laisse tous les trois, chacun, allez-y de manière spontanée, un mot d'encouragement là pour la suite des luttes sociales. J'ai commencé. Vas-y. L'affaire, le Québec est en retard. La loi, en fait, le dit déjà. Un policier, déjà, à la base, ne peut pas t'arrêter sans motif, ne peut pas t'arrêter sur la base de la couleur. C'est quelque chose qui existe déjà au Québec. Par contre, au Québec, on joue beaucoup avec cette zone supposément grise où est-ce que le policier va te parler sans avoir de motif jusqu'à ce qu'il trouve un motif. Donc, si un policier... Et ça, je pense que ça va peut-être donner de l'espoir à tout le monde. Si un policier vous parle et ne vous donne aucun motif, vous pouvez juste partir sur lui. Là. Vous n'avez pas besoin de répondre à aucune de ces questions tant qu'il ne vous donne aucun motif ou qu'il ne vous dit pas que vous êtes en état d'arrestation. Donc, c'est une zone grise là où est-ce qu'un policier dit « Hey, ça va, tu vas où? Tu fais quoi? C'est à qui l'auto? » Toutes ces questions-là, vous n'êtes pas dans l'obligation de les répondre. Et vous savez quoi? Même quand vous êtes en état d'arrestation, vous n'êtes pas obligé de répondre à un policier. Donc, les questions, vous avez le droit au silence. Le policier, il peut vous dire tout et n'importe quoi. Laissez-le parler, laissez-le utiliser sa salive. C'est son problème. Vous n'avez pas à parler et vous n'avez pas à interagir avec un policier, à moins que vous soyez en état d'arrestation. Et il doit vous le dire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il doit dire que vous êtes en état d'arrestation. Et par la suite, il doit vous donner le motif. Le motif doit être clair. Il ne doit pas juste dire parce que on fait une enquête. Ils doivent te dire c'est quoi l'enquête, pour quel crime. Donc, ça doit être précis. Et vous devez vraiment savoir dans tout ça. Donc, dans le cas même, voilà. Donc, cette zone grise-là, c'est vraiment, vous avez le pouvoir et vous avez le droit de partir et de ne même pas répondre aux policiers.
C'est ça, merci Marie-Livia, parce que c'est ça, quand tu as présenté ça, tu as dit que le policier vient, te dit, hé, nanana, c'est comme ça, fait très sous-moon comme comportement. La personne vient sur toi, tu ne connais pas, donc les policiers, il y a des policiers à Montréal qui sont trop sous-moon, comme de ce que je peux résumer de ce que tu as dit. Oui. On n'est pas obligé de parler avec les sous-moon. Comme je ne te connais pas, pourquoi tu viens sur moi, en résumé. Thierry, je te laisse. Bon. Et puis, faut. Qui veut y aller? Moi, je dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'on a de la technologie. Moi, je pense que n'importe quelle personne BIPOC doit avoir le réflexe systématique. Moi, ce que je dis aux jeunes, c'est quand tu vois un agent de la paix, un policier, imagine que c'est Jay-Z ou Beyoncé. Sors ton téléphone. Automatique. Automatique. Et quand tu fais des analogies, ce que j'ai compris avec les jeunes, et même avec les moins jeunes, c'est qu'ils comprennent. Donc, ton réflexe premier, c'est tu sors ton cellulaire. Par la suite, moi, je vois un système de cartes numériques ou physiques où nos jeunes seraient équipés dans nos quartiers avec une carte qui dirait simplement « Mon nom, c'est tant » ou « Je suis une jeune personne racisée. Mon avocat est à tel numéro. » Un numéro 24 heures sur 24 où est-ce que je peux simplement donner mon cellulaire, la personne parle à un avocat. Si je ne me sens pas confortable ou intimidé, le policier n'a pas le droit de te parler si jamais tu es représenté par un avocat, à moins que je me trompe, Maître Livia, Maître Boger. Donc, je verrai un genre de système où est-ce qu'on évite les interactions. Et la dernière chose, parce qu'on n'en parle pas assez, mais les déserts technologiques. Si notre mairesse et son administration ont 175 millions à aller brûler dans le West Island, qui est un endroit très, très, très riche de l'île de Montréal, pourquoi ne pas avoir de l'Internet haute vitesse illimitée dans tous les quartiers racisés de l'île de Montréal? Ça, c'est le genre de politique novatrice qu'aucun politicien ne poussera de l'avant. Mais si nos jeunes avaient systématiquement accès à de l'Internet haute vitesse, ne serait-ce que juste parce qu'ils habitent à Montréal-Nord-Saint-Michel, dans nos quartiers, Côte-des-Neiges, La Salle, systématiquement, la technologie viendrait jouer un jeu clé. Et la dernière des choses, c'est, je veux parler à ma communauté parce que, félicitations, j'ai vu récemment qu'on a voté à raison de 6 000 personnes pour le Gala Dynastie. Mais on ne peut pas voter 6 000 fois pour le Gala Dynastie et ne pas voter aux élections municipales, provinciales et fédérales. Donc, lorsqu'on définit toutes ces mesures potentielles-là comme étant des solutions et qu'on se renforce économiquement, la prochaine étape, c'est de voter chaque jour avec son dollar, mais aussi de voter lorsque ça compte, de faire élire Phonémie au Parlement, de faire élire des maîtres Boger à l'Assemblée nationale, de faire élire Stéphanie Germain, de faire élire, parce qu'on est prêt à voter pour un gala. J'adore le gala Dynastie, mais on ne peut pas voter 6 000 personnes qui votent. On peut faire élire quelqu'un à la ville de Montréal. On peut faire élire quelqu'un aux commissions scolaires. Ça peut faire basculer le vote au provincial. Donc, il faut commencer à changer aussi nos paradigmes et ça commence par l'éducation. Merci. Donc, Faux, à vous le mot de la fin. Oui, juste deux petites, peut-être mots d'encouragement pour les jeunes, quel que soit votre âge. Si vous vous sentez profilé, discriminé, maltraité, il faut d'abord parler à vos parents, parler à vos proches et il faut agir. Il ne faut pas les laisser passer ce genre de situation. Mais mon deuxième mot s'adresse aux parents et même aux grands-parents. Si jamais vos enfants ou vos petits-enfants parlent de discrimination, vivent le profilage racial et vivent de l'injustice en milieu scolaire ou autre, il faut les soutenir, il faut les encourager à aller jusqu'au bout. Parce que souvent, il y a trop de peur et il y a trop de désespoir et il y a un manque de confiance, même à l'endroit du système de justice. Et c'est seulement qu'en agissant qu'on va changer le système de justice. Il faut réapproprier notre système de justice pour s'assurer que ça marche pour nous et pour toutes les personnes qui vivent de toute forme de discrimination. Donc voilà, petit mot. Voilà. Merci. Merci, c'était le mot parfait pour la fin. Vous avez bien compris mon message d'espoir. Là, je pense que c'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Donc, les parents ont fait appel à vous, les jeunes aussi. Merci beaucoup, Phonémie. Merci, Marie-Livia Boger, Maître Boger. Merci, Thierry Lindor, qui est jeune entrepreneur.
On ne sait pas il y a quel âge, mais on sait qu'il est jeune. On ne sait pas. Peut-être que c'est, à cause du afro. On ne sait pas, mais on est là, on te surveille, Thierry. Et je vais redonner la parole à Rita, qui était là pour le mot de la fin. Donc, moi, je vous dis merci. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. J'ai appris beaucoup et très humblement, merci beaucoup, Monsieur Faux, pour le travail que vous faites depuis si longtemps. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des générations qui étaient là avant nous. Donc, le transfert de connaissances et le partage de savoir que vous faites. Mais je ne veux pas dire que vous êtes vieux, là. Je suis en train de... Vous êtes très jeune aussi, comme Thierry. Il n'y a pas juste Thierry qui est jeune ici. Donc... C'est ageism. Ça, c'est du ageism là, que tu fais, là. J'ai rien dit. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle était jeune. Et j'ai dit merci pour le transfert des savoirs et des connaissances. Et j'ai appris beaucoup. Merci. Puis je vais suivre de plus près votre travail. Comme Thierry a dit, on mérite tous de vous connaître, de connaître votre travail. Merci à tous. Je laisse la parole à Rita. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Écoutez, je vais me répéter, mais j'aimerais remercier chacun d'entre vous. Donc, Stéphanie, Thierry, Marie-Livia, Faux, c'était tout un panel. C'est la première fois que la clinique fait ça, mais je pense qu'on n'aurait pas pu tomber sur de meilleurs panélistes et animateurs que vous. Donc, je pense que le but du panel, c'était vraiment de comprendre le passé pour mieux nous outiller pour le présent. Puis je pense que vous avez été capable de le faire avec brio. Donc, je vous invite tous, participants, à consulter leur page. Donc, je répète, Stéphanie Germain, Thierry Lindor, Marie-Livia Beaugé et Phonemi. Informez-vous sur tout ce qu'ils font. Puis, évidemment, informez-vous également sur la clinique juridique de Saint-Michel qui a organisé ce panel. Je vous invite à consulter notre site Internet pour faire des dons, puis consulter toutes les activités qu'on fait en matière de lutte contre le profilage racial. Puis, je vous invite également pour notre deuxième panel du mois de l'Histoire des Noirs sur le profilage racial et la technologie, qui va être le 24 février à 11h30. Donc, sur ce, merci beaucoup, puis passez une agréable soirée. À la prochaine! Bon, bonne soirée, au revoir. Au revoir.